Ma sœur voulait 10 000 € pour son bal. J'ai répondu, trouve un travail. Mes parents ont menacé de me renier si je refusais de payer. J'ai alors fermé notre compte joint et choisi de penser à moi. Je dors comme un bébé. J'ai besoin de 10 000 € pour le gala de fin d'année. La voix de ma sœur Manon résonnait à travers le téléphone avec cette assurance propre aux jeunes de 18 ans à qui l'on n'a jamais rien refusé. Ce n'était pas une requête, ni une question, mais une exigence formulée comme si elle passait commande au restaurant. J'étais assise à mon bureau à Lyon, fixant le tableau Excel sur mon écran, mon téléphone collé à l'oreille. De l'autre côté de la fenêtre, la ville bourdonnait du trafic de l'après-midi, indifférente à l'absurdité de ce qui se passait dans ma vie. « Tu as besoin de quoi pourquoi ?» ai-je demandé, certaine d'avoir mal entendu. 10 000 € pour le gala. La robe que je veux coûte 3 000 €. Et puis il y a la coiffure, le maquillage, la limousine, la salle pour l'after que je loue, le photographe, et... Manon, arrête. J'ai fermé mon ordinateur portable et massé mes tempes. Tu parles d'un bal de promo, pas d'un mariage. Un bal? C'est mon gala de terminale, Élise. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Ton bac aussi, ton diplôme universitaire, ton premier emploi et un millier d'autres étapes qui ne nécessitent pas 10 000 €. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre bouder. Je m'appelle Élise et j'ai 27 ans. Je travaille comme chef de projet chez Horizon BTP, une entreprise de taille moyenne qui construit des immeubles commerciaux dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai gravi les échelons en partant d'assistante administrative pour arriver là où je suis aujourd'hui, à gérer des équipes et à superviser des projets de plusieurs millions d'euros. Je suis doué dans mon travail. Je suis fier de mon travail. Et j'ai mérité chaque promotion grâce à des nuits blanches, des formations supplémentaires et une détermination sans faille. Mais pour ma famille, rien de tout cela ne compte. Pour eux, je suis juste celle qui a de l'argent. Élise, tu ne comprends pas ce que c'est, à pleurnicher Manon. Tout le monde à l'école va faire les choses en grand. Je ne peux pas arriver en ayant l'air banal. Alors trouve un travail, ai-je dit simplement. Travaille pour ça. Économise. C'est ce que j'ai fait à ton âge. C'est tellement injuste. Tu es vraiment une. Je suis réaliste. 10 000 € pour une soirée, c'est ridicule, Manon. Tu n'as pas besoin d'autant. Peu importe. Je vais dire à maman et papa que tu as dit non. Son ton a changé, devenant tranchant et pointu. Ils ne vont pas être contents. Elle a raccroché. Je suis resté assise un moment, le téléphone toujours à la main, sentant la boule familière se former dans mon estomac. C'était le même sentiment que j'éprouvais chaque fois que ma famille appelait, la même angoisse qui m'envahissait dès que je voyais leur nom s'afficher sur mon écran, parce que je savais ce qui allait suivre. Effectivement, 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était mon père. Élise, qu'est-ce que j'apprends? Tu refuses d'aider ta sœur? J'ai pris une profonde inspiration. Papa, elle m'a demandé 10 000 € pour son gala. Ce n'est pas raisonnable. C'est ta sœur. La famille est de la famille. J'aide tout le temps, ai-je dit, essayant de garder une voix stable. Mais là, c'est trop. Elle n'a pas besoin d'une telle somme pour un bal. Tu as l'argent, n'est-ce pas? Sa voix était froide, accusatrice. Tu gagnes bien ta vie avec ce travail. Tu as les moyens. Ce n'est pas la question. La question est. La question est que tu es égoïste, m'a-t-il coupé. Ta sœur t'admire. Elle mérite de passer une soirée spéciale et tu vas la priver de ça. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais il a continué. Tu sais, ta mère et moi t'avons mieux élevé que ça. Nous t'avons appris le sens de la famille, le fait de prendre soin les uns des autres. Mais depuis que tu as déménagé et obtenu ce travail chic, tu as changé. Tu as oublié d'où tu viens. Ma mâchoire s'est crispée. Je n'ai rien oublié du tout. Alors prouve-le. Vire l'argent sur le compte familial. Laisse ta sœur profiter de sa soirée. Papa, Si tu ne le fais pas, alors peut-être que tu devrais reconsidérer ton appartenance à cette famille. La ligne a été coupée. J'ai fixé mon téléphone, les mains tremblantes. Reconsidérer mon appartenance à la famille. Me menaçait-il sérieusement de me renier pour un gala? J'ai pensé à le rappeler, à essayer de raisonner avec lui, mais je savais que ce serait inutile.
C'était toujours comme ça. Ils demandaient quelque chose. Je disais non. Ils me culpabilisaient, me menaçaient, me manipulaient jusqu'à ce que je cède. Et je cédais toujours parce que, malgré tout, ils étaient ma famille. Mes parents m'avaient élevé, nourri, offert un toit. Et quelque part au fond de moi, j'avais l'impression de leur être redevable. Comme si je devais continuer à prouver ma gratitude. Mais 10 000 € pour un gala, c'était là que je traçais la ligne. J'ai posé mon téléphone et essayé de me reconcentrer sur le travail, mais la conversation tournait en boucle dans mon esprit. La façon dont Manon m'avait parlé comme si j'étais une sorte de distributeur automatique. La façon dont mon père avait balayé mes inquiétudes, transformant cela en un jugement sur ma personnalité. Je me demandais s'ils avaient la moindre idée de tout ce que j'avais déjà donné, du nombre de fois où je les avais sortis du pétrin, payé leurs factures, financé leurs urgences. Probablement pas. Pour eux, j'étais juste la fille qui gagnait bien sa vie et qui devait partager. J'ai fermé les yeux et expiré lentement. Ce n'était pas fini. Je savais que ma mère appellerait ensuite, puis Manon à nouveau, et puis le groupe de discussion familiale exploserait de messages disant à quel point j'étais sans cœur. C'était toujours le même schéma. Mais cette fois, je me suis dit, cette fois je n'allais pas céder. Ce soir-là, je me suis assise sur mon canapé avec un verre de vin, essayant de décompresser après le chaos de la journée. Mon appartement était petit mais confortable, décoré de plantes et de livres, le genre de confort tranquille que je m'étais construit. C'était à moi, un espace où je n'avais pas à m'expliquer ou à justifier mes choix. Mon téléphone a vibré sur la table basse. J'ai jeté un coup d'œil et vu la notification. Groupe familial. J'aurais dû quitter ce groupe il y a des années, mais un sens du devoir mal placé m'y retenait. J'ai pris le téléphone et ouvert les messages. Maman, Élise, ton père m'a raconté ce qui s'est passé. Je suis très déçu de toi. Manon, elle m'a littéralement dit de trouver un travail. Genre, elle est tellement grossière. Maman, c'est la soirée spéciale de ta sœur, Élise. Tu dois prendre tes responsabilités. Papa, nous attendons que tu fasses ce qu'il faut. J'ai fixé l'écran, la poitrine serrée. Il se liguait encore contre moi. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais pris mes responsabilités. Toutes les fois où j'avais viré de l'argent sur le compte comme un familial sans poser de questions. Il y a 3 ans, quand mon père a perdu son emploi et n'a pas pu payer le crédit immobilier pendant 2 mois, j'avais couvert les frais. 6 500 € partis en un instant. Il avait promis de me rembourser, mais cette promesse s'était évaporée dès qu'il avait retrouvé un travail. Il y a 2 ans, quand la voiture de ma mère est tombée en panne et qu'elle a eu besoin d'une nouvelle boîte de vitesse, 3 200 €, c'est moi qui ai payé. Elle m'a remercié une fois, puis n'en a plus jamais parlé. L'année dernière, quand Manon a voulu partir en voyage scolaire à New York, 4 000 €, j'ai tout financé parce que mes parents disaient qu'ils n'en avaient pas les moyens. Elle est revenue avec des centaines de photos et des histoires sur les hot-dogs de Manhattan, mais pas un seul mot de gratitude. Et puis il y avait les petites choses. Les dîners de famille que je payais. Les cadeaux d'anniversaire que j'achetais pour tout le monde. Les courses que je commandais quand ma mère se plaignait de la cherté de la vie. Au début, je tenais un compte mental, pensant que peut-être un jour ils le reconnaîtraient, l'apprécieraient, me rembourseraient même partiellement. Mais ils ne l'ont jamais fait. Au contraire, leurs attentes ont grandi. Chaque fois que j'aidais, ils supposaient que j'aiderais encore, et encore, et encore. Le compte joint familial avait été l'idée de mon père il y a 5 ans, à l'époque où j'ai obtenu mon poste chez Horizon BTP. Il avait suggéré que nous y contribuions tous. Un filet de sécurité partagé pour les urgences, un moyen de se soutenir mutuellement. On est une équipe, avait-il dit. On prend soin des nôtres. J'avais accepté, pensant que c'était une bonne idée, pensant que cela nous rapprocherait. Mais j'étais la seule à y déposer de l'argent. Mes parents n'ont jamais contribué. Ils disaient qu'ils vivaient d'un salaire à l'autre, s'en sortant à peine. Manon n'avait pas de travail, donc elle ne pouvait pas contribuer non plus. Alors, c'est tombé sur moi. Chaque mois, je virais une partie de mon salaire sur ce compte. 500 € par-ci, 1000 € par-là. Parfois plus quand ils disaient qu'ils en avaient besoin. Je me disais que c'était bien, que j'aidais ma famille, que c'était ce que faisait une famille. Mais quelque part en chemin, cela a cessé de ressembler à de l'aide. Cela a commencé à ressembler à une obligation, comme si j'étais utilisé. Et maintenant, après tout ce que j'avais déjà donné,
il voulait 10 000 € pour un gala. J'ai fait défiler le chat familial, regardant les messages s'empiler. Manon, pourquoi elle est comme ça? C'est pas comme si elle avait besoin de cet argent. Elle est blindée. Maman, Élise, tu fais du mal à ta sœur. C'est ce que tu veux? Papa, dernière chance pour arranger ça. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine, chaude et oppressante. Il ne me voyait pas comme une personne. Il ne voyait pas les heures que je travaillais, le stress que je portais, les sacrifices que je faisais. Il voyait un portefeuille. J'ai posé mon téléphone et fixé le plafond, essayant de me calmer. Je voulais hurler. Je voulais les appeler et leur dire exactement ce que je ressentais. Lister chaque chose que j'avais faite pour eux et demander pourquoi ce n'était jamais assez. Mais je savais que ça ne changerait rien. Ils détourneraient le sujet, feraient de moi la méchante, me diraient que j'étais égoïste, ingrate, cruelle. Et une partie de moi, une petite partie effrayée, les croirait. Parce que c'était ça le piège, n'est-ce pas? Ils avaient passé des années à me conditionner pour que je me sente coupable de dire non, pour que je me sente redevable, pour que j'aie l'impression que mon succès leur appartenait. J'ai pensé au compte joint, à l'argent qui s'y trouvait, mon argent, mon labeur, mes sacrifices, et j'ai pensé à la façon dont ils le traitaient comme s'il appartenait à nous tous, même si j'étais la seule à y mettre quoi que ce soit. Mon téléphone a vibré à nouveau. Maman, si tu n'aides pas Manon, ne prends pas la peine de venir à la maison pour les fêtes. J'ai senti quelque chose basculer en moi. Une ligne avait été franchie. Il menaçait de me couper de la famille pour un gala. Pas pour quelque chose de grave, pas pour une question de vie ou de mort. Pour une fête. J'ai pris mon téléphone et tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, puis je l'ai effacée aussi. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment leur faire comprendre. Alors, je n'ai rien dit. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assise dans le silence de mon appartement, sentant le poids de tout cela m'écraser. Demain, me suis-je dit, demain je trouverai quoi faire. Mais ce soir, j'avais juste besoin de respirer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 37 appels manqués et 62 SMS. Je n'avais même pas besoin de les ouvrir pour savoir ce qu'ils disaient. Ma famille avait clairement passé la nuit à faire monter la pression, se ralliant les uns les autres, montant leur dossier contre moi. J'ai fait du café, lentement et délibérément, essayant d'ignorer les vibrations de mon téléphone sur le comptoir. Mais finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai ouvert le chat familial. Manon, je n'arrive pas à croire qu'elle me fasse ça. Mon gala est ruiné. Maman, Élise, réponds au téléphone. Nous devons parler de ça. Papa, tu fais une énorme erreur. La famille passe avant tout. Manon, tout le monde à l'école va se moquer de moi parce que ma robe n'est pas assez chère. Maman, tu es incroyablement égoïste. Je ne t'ai pas élevé pour traiter ta sœur de cette façon. Papa, dernier avertissement. Vire l'argent ou c'est fini avec cette famille. J'ai fixé ce dernier message pendant un long moment. Vire l'argent ou c'est fini avec cette famille. Ce n'était pas la première fois qu'il me menaçait, mais c'était la première fois que cela semblait si explicite, si transactionnel. Paye ou dégage. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais justifié leur comportement. Où je me disais qu'ils ne le pensaient pas. Où je me disais qu'ils étaient juste stressés, juste en difficulté, essayant juste de joindre les deux bouts. Mais il ne s'agissait pas de joindre les deux bouts. Il s'agissait de Manon qui voulait un gala à 10 000 €. Et ils étaient prêts à me renier pour ça. Je me suis assise à ma table de cuisine, téléphone en main, et j'ai senti quelque chose se briser en moi. Pas de manière triste, mais de manière libératrice, car soudain j'ai réalisé quelque chose que j'aurais dû réaliser il y a des années. Il ne me voyait pas comme une fille. Il me voyait comme un distributeur de billets. Je n'étais pas une personne avec des sentiments, des limites, ma propre vie. J'étais une source d'argent, une solution à leurs problèmes, une banque où ils pouvaient retirer quand ils le voulaient. Et le pire, c'est que je les avais laissés faire. J'avais permis cela. J'avais dit oui encore et encore, je les avais habitués à s'y attendre, je m'étais rendu disponible pour être utilisé, mais plus maintenant. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai navigué vers le compte joint familial. Le solde me fixait. 12 347 €. Chaque centime m'appartenait. J'avais tout déposé au cours des 5 dernières années. Mes parents n'y avaient jamais rien ajouté.
Manon encore moins. C'était mon argent, mon travail, mes sacrifices, et il l'avait traité comme une tirelire commune. J'ai pensé à ce qui se passerait si je fermais le compte, au chaos que cela provoquerait, à la colère, aux accusations. Il me traiterait d'égoïste, de sans-cœur, de traîtresse. Mais ils le pensaient déjà. Ils avaient déjà décidé que j'étais la méchante pour avoir dit non au gala. Alors qu'avais-je à perdre? J'ai hésité un instant, mon doigt planant au-dessus de l'écran. Puis j'ai pensé au SMS que mon père avait envoyé. Vire l'argent ou c'est fini avec cette famille. Et j'ai pris ma décision. J'ai viré chaque euro du compte joint vers mon épargne personnelle. Ensuite, j'ai clôturé le compte entièrement. Cela a pris moins de 2 minutes. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Je savais que les notifications avaient été envoyées. Je savais qu'il verrait que le compte était vide, fermé, et je savais ce qui allait suivre. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai regardé l'écran s'illuminer d'appels entrants et de messages. Mon cœur battait la chamade, mais je me sentais étrangement calme. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir le contrôle. Le chat familial a explosé. Maman, Élise, qu'est-ce que tu as fait? Papa, appelle-moi tout de suite. Manon, tu es sérieuse là? Maman, tu as fermé le compte. Comment as-tu pu faire ça? Papa, c'est inacceptable. Tu es hors de contrôle. Manon, je te déteste. J'ai lu les messages avec un étrange sentiment de détachement. Il paniquait, s'agitait, réalisant peut-être pour la première fois qu'il ne pouvait plus simplement me prendre des choses. Mon téléphone a sonné. Ma mère. Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau. Mon père. Je n'ai pas répondu. Un SMS de Manon, tu es tellement égoïste, j'espère que tu es heureuse. Un autre de ma mère, nous t'avons tout donné et c'est comme ça que tu nous remercies. Un autre de mon père, tu as fait ton choix. Ne viens pas pleurer vers nous quand tu auras besoin d'aide. J'ai éteint mon téléphone et je suis restée assise dans le silence. J'ai pensé à ce que mon père avait dit. Ne viens pas pleurer vers nous quand tu auras besoin d'aide. L'ironie était presque drôle. Je ne leur avais jamais demandé d'aide. Pas une seule fois dans toute ma vie d'adulte. Mais ils m'avaient demandé encore, et j'avais donné encore, et maintenant ils agissaient comme si c'était moi qui les avais trahis. J'ai pensé à les rappeler, à essayer d'expliquer, mais je savais que ça ne servirait à rien. Ils ne voulaient pas comprendre. Ils voulaient que j'obéisse. Alors, je n'ai pas appelé. Je me suis levé, habillé et je suis allé travailler. À mon bureau, j'ai essayé de me concentrer sur mes tâches, mais mon esprit revenait sans cesse aux événements de la matinée. Je me demandais si j'avais fait la bonne chose, si j'étais trop dur. Mais alors je me souvenais des messages, des menaces, du sentiment que tout leur était dû, et je savais que j'avais fait le bon choix. Ma collègue Béatrice s'est arrêtée à mon bureau vers midi. Elle avait la trentaine, vive et gentille, et c'était l'une des rares personnes au bureau que je considérais comme une amie. « Ça va ?» a-t-elle demandé en s'appuyant contre la paroi du box. « Tu as l'air distraite. » J'ai hésité, puis je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a écouté sans m'interrompre, son expression passant de la surprise à l'incrédulité puis à la colère pour moi. « Ils ont menacé de te renier pour un gala » a-t-elle dit quand j'ai fini. « C'est de la folie. » Je sais. Et tu étais la seule à mettre de l'argent sur ce compte. Ouais. Alors tu as fait ce qu'il fallait, a-t-elle dit fermement. Il t'utilisait. Entendre quelqu'un d'autre le dire rendait la chose plus réelle, plus valide. Merci, ai-je dit doucement. Elle a souri. Tu vas t'en sortir, et honnêtement, ils réaliseront bien assez tôt à quel point ils ont besoin de toi. J'espérais qu'elle avait raison, mais au fond, je n'étais pas sûr qu'ils le feraient. Au moment où je suis rentré chez moi ce soir-là, le chat familial avait explosé avec plus de 200 messages. Je ne les ai pas lus. Je n'en avais pas besoin. Je pouvais imaginer exactement ce qu'il disait. Mais j'ai rallumé mon téléphone et en quelques secondes, il a commencé à sonner. Ma mère. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Élise, à quoi pensais-tu? Sa voix était perçante, paniquée. Tu as fermé le compte. Comment as-tu pu faire ça? J'ai fermé mon compte, ai-je corrigé. L'argent qui s'y trouvait était le mien. C'était le compte de la famille. Nous avions tous besoin de cet argent.
Vous aviez tous besoin de mon argent, ai-je dit, la voix plate. Pas une seule fois toi, papa ou Manon n'avaient contribué. Pas une seule fois. Ce n'est pas juste. Nous ne pouvions pas nous le permettre. Tu le sais. Alors peut-être que vous n'auriez pas dû le dépenser comme si c'était le vôtre. Il y eut un silence. Je pouvais l'entendre respirer, sèchement, avec colère. C'est à cause de Manon, n'est-ce pas? A-t-elle fini par dire. Tu l'as punie parce qu'elle a demandé de l'aide. Elle n'a pas demandé de l'aide. Elle a exigé 10 000 € pour un gala. Ce n'est pas de l'aide. C'est un caprice de princesse. C'est ta sœur et je suis ta mère. Et je suis ta fille, ai-je craqué. Mais tu n'as pas l'air de t'en soucier. Tu ne te soucies que de ce que je peux te donner. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Quand est-ce que tu t'es intéressé à ma vie, à mon travail, à mes sentiments? Quand est-ce que tu as dit merci pour la dernière fois pour tout ce que j'ai fait? Silence. Exactement, ai-je dit. Tu ne me vois pas comme une personne. Tu me vois comme une banque, Élise. Tu es ridicule. Ah bon? Vous avez menacé de me renier parce que je ne voulais pas payer pour un gala. On ne le pensait pas si, vous le pensiez. Papa l'a dit très clairement. Vire l'argent ou c'est fini avec la famille. Encore le silence. Écoute, a dit ma mère, sa voix s'adoucissant, essayant une approche différente. Je sais qu'on t'en a beaucoup demandé, mais on est une famille. On est censé s'entraider. J'ai aidé, ai-je dit. Pendant des années, j'ai aidé. J'ai payé le crédit de papa quand il a perdu son job. J'ai payé les réparations de ta voiture. J'ai payé le voyage de Manon à New York. J'ai payé des dîners, des cadeaux, des courses, des urgences. Je vous ai donné tout ce que vous avez demandé. Et nous apprécions. Non, vous n'appréciez pas. Vous prenez ça pour acquis. Vous vous y attendez. Et au moment où je dis non, vous vous retournez contre moi. On ne se retourne pas contre toi. Alors comment tu appelles le fait de menacer de me couper de la famille? Elle n'a pas répondu. J'ai fini, maman, ai-je dit doucement. J'ai fini d'être votre distributeur. J'ai fini de me sentir coupable d'avoir des limites. J'ai fini de sacrifier ma propre sécurité financière pour des gens qui ne l'apprécient pas, Élise, s'il te plaît. Non. Je pose une limite. Et si vous ne pouvez pas respecter ça, alors peut-être que papa avait raison. Peut-être que je n'ai pas ma place dans cette famille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait fort. Mais je ressentais un étrange soulagement. Je l'avais dit. Je m'étais enfin défendu. Et même si je savais qu'il y aurait des conséquences, je ne le regrettais pas. Au cours des jours suivants, les messages ont continué. Mon père m'a traité d'égoïste et d'ingrate. Manon m'a envoyé des paragraphes sur la façon dont j'avais ruiné sa vie. Ma mère a essayé de me culpabiliser, puis de me supplier, puis de me menacer, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas réagi. Je les ai juste laissés s'enfoncer. Au travail, je me suis jetée dans mes projets, reconnaissante pour la distraction. Béatrice prenait régulièrement de mes nouvelles, m'offrant son soutien et me rappelant que je n'avais rien fait de mal. Ils reviendront, a-t-elle dit un après-midi autour d'un café. Ou pas. Dans tous les cas, tu t'en sortiras. Je voulais la croire, mais une partie de moi se demandait si je n'avais pas juste fait exploser toute ma famille pour 10 000 €. Puis, une semaine après avoir fermé le compte, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. J'étais chez moi en train de préparer le dîner quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais c'était un indicatif local, alors j'ai répondu. Allô? Salut Élise. C'est Chloé. Chloé, la meilleure amie de Manon. Oh, salut, ai-je dit confuse. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste appeler et dire que je suis vraiment désolé pour tout ce qui se passe, a-t-elle dit. Je sais que ta famille te mène la vie dure. C'est gentil de dire ça. Mais pourquoi tu appelles? Parce que j'ai entendu ce que Manon a dit, et j'ai pensé que tu devrais savoir. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? Chloé a hésité. On était chez elle il y a quelques jours pour planifier le gala et elle était au téléphone avec un gars, disant qu'elle allait obtenir l'argent de toi quoi qu'il arrive.
Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a dit, et je cite, Élise ne dira pas non si maman lui met assez la pression. Je la plume depuis des années. Ça, c'est juste le bouquet final. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Elle a dit ça? Ouais. Et elle en riait comme si c'était drôle. Je me suis effondré sur le canapé, le téléphone pressé contre mon oreille, essayant d'assimiler ce que j'entendais. Je suis vraiment désolé, Élise, a dit Chloé. Je sais que c'est mon ami, mais c'était vraiment dégueulasse. Tu ne méritais pas ça. J'ai juste pensé que tu devrais connaître la vérité. Merci, ai-je réussi à dire. Vraiment, merci de me l'avoir dit. Après avoir raccroché, je suis resté assise là dans un silence stupéfait. Manon avait planifié ça, pas juste la demande pour le gala, mais tout. Elle m'avait utilisé délibérément, sciemment, en étant pleinement consciente de ce qu'elle faisait, et mes parents l'avaient permis. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais cédé, convaincu que c'était pour le bien de la famille, convaincu qu'ils avaient besoin de moi, mais ils n'avaient pas besoin de moi. Ils m'avaient utilisé. Et Manon en riait depuis tout ce temps. Quelque chose en moi a craqué. Pas de manière émotionnelle, mais d'une manière froide et calculée. Parce que maintenant je connaissais la vérité et j'avais fini de jouer à leur jeu. J'ai pris mon téléphone et ouvert le chat familial. Je ne l'avais pas regardé depuis des jours. Mais maintenant, je faisais défiler les messages, lisant leurs supplications de plus en plus désespérées. Maman, Élise, nous devons parler. Le crédit immobilier est dû. Papa, le compte était censé couvrir les charges. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Manon, j'ai dû dire à tout le monde à l'école que je ne peux pas me payer ma robe de gala. Merci beaucoup. J'ai lu chaque mot, ne ressentant rien d'autre qu'une froide résolution. Ils avaient parié sur ma culpabilité, sur ma loyauté, sur mon incapacité à dire non, et ils avaient perdu. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je savais exactement ce que je devais faire. J'ai passé la journée à organiser mes finances, à examiner mes relevés bancaires, à documenter chaque virement que j'avais fait sur le compte familial au cours des 5 dernières années. Le total s'élevait à 73 412 €. J'ai fixé le chiffre, ressentant un mélange de choc et de colère. Je leur avais donné plus de 70 000 €, et ils avaient traité cela comme de la monnaie de poche. J'ai fait des copies de tout, reçus, relevés bancaires, historique de transactions. Je voulais une trace, pas parce que je prévoyais d'exiger un remboursement, mais parce que je voulais une preuve. La preuve que je n'avais pas été égoïste ou cruel. La preuve que j'avais donné plus que quiconque ne devrait avoir à donner. Ensuite, j'ai appelé ma tante Jeanne. Jeanne était la sœur aînée de ma mère et le seul membre de ma famille élargie à qui je parlais encore régulièrement. Elle vivait à Paris, à environ 2 heures de train de Lyon, et nous nous voyions tous les quelques mois pour déjeuner. C'était le genre de personne qui disait les choses telles qu'elles étaient. Pas de sucre, pas de manipulation, juste de l'honnêteté. « Salut ma grande », a-t-elle dit en répondant. « Qu'est-ce qui se passe ? » « J'ai besoin de te parler de quelque chose, ai-je dit. C'est à propos de mes parents. » « Oh là là. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant ? » Je lui ai tout raconté. La demande pour le gala, les menaces, le compte joint, l'appel de Chloé. Quand j'ai fini, il y a eu un long silence. Élise, a-t-elle finalement dit. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Tu savais qu'il m'utilisait. Je savais qu'il s'appuyait financièrement sur toi, a-t-elle admis, mais je ne réalisais pas l'ampleur de la chose ou qu'il te menaçait. Ils disent que je suis égoïste, que j'oublie d'où je viens. Jeanne a émis un bruit de dégoût. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu sais quoi ? Je suis contente que tu aies fermé ce compte. Tu aurais dû le faire il y a des années. Tu penses que j'ai fait la bonne chose ? Absolument. Il te saignait à blanc, Élise. Et ta sœur a l'air d'une gamine pourri gâtée. L'entendre le dire si franchement était bizarrement réconfortant. Tu penses qu'ils comprendront un jour ? Ai-je demandé. Honnêtement, probablement pas. Les gens comme ça ne changent pas. Ils te blâmeront, joueront les victimes et passeront à la prochaine personne qu'ils pourront manipuler. C'est déprimant. C'est réaliste, a-t-elle dit doucement. Mais tu sais quoi ? Tu es libre maintenant. Tu n'as plus à les porter. Tu peux vivre ta propre vie. J'ai réfléchi à ça.
Vivre ma propre vie. Cela semblait si simple, mais c'était révolutionnaire. Merci, Jeanne, ai-je dit. J'avais besoin d'entendre ça. Quand tu veux, ma grande. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me le dis. Après avoir raccroché, je me sentais plus légère, comme si quelqu'un avait enfin validé ce que je ressentais depuis le début. Ce soir-là, j'ai décidé de vérifier le chat familial une dernière fois. Le ton des messages avait changé. Il n'était plus seulement en colère. Il paniquait. Maman, Élise, s'il te plaît. Le crédit est en retard. On va perdre la maison. Papa, je ne sais pas ce qu'on va faire. On comptait sur cet argent. Manon, j'ai dû annuler mes plans pour le gala. Tout le monde pense que je suis une ratée maintenant. J'ai lu les messages et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune culpabilité parce que les mots de Chloé résonnaient dans ma tête. Je la plume depuis des années. Ça, c'est juste le bouquet final. Ils ne paniquaient pas parce qu'ils tenaient à moi. Ils paniquaient parce qu'ils avaient perdu l'accès à mon argent. J'ai tapé une réponse, puis je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre, puis je l'ai effacée aussi. Finalement, j'ai opté pour quelque chose de simple. Élise, je vous ai donné plus de 73 000 € au cours des 5 dernières années. J'ai les traces de chaque transaction. Je ne vous devais rien de tout cela, mais je l'ai donné parce que je pensais que c'était ce que faisait une famille. J'avais tort. Vous ne me voyez pas comme de la famille. Vous me voyez comme un distributeur de billets. J'ai fini. Ne me contactez plus. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement quitté le groupe. Mon téléphone a explosé d'appels et de SMS en quelques secondes, mais je les ai tous bloqués. Ma mère, mon père, Manon, bloqués. J'ai éteint mon téléphone et je me suis assise dans le silence de mon appartement, sentant le poids de la décision s'installer sur moi. Je venais de couper les ponts avec toute ma famille, et je n'avais aucun regret. Les semaines suivantes furent étranges. Je m'attendais à me sentir triste, coupable, tiraillé, mais ce ne fut pas le cas. Au lieu de cela, je me sentais libre. Je n'avais pas à vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes, redoutant une autre demande d'argent. Je n'avais pas à justifier mes dépenses ou à défendre mes limites. Je n'avais pas à porter le poids de leurs attentes. J'ai commencé à faire des choses que je n'avais pas faites depuis des années. Je suis sorti avec des collègues après le travail. J'ai rejoint un club de lecture. J'ai fait un week-end à la montagne juste parce que j'en avais envie. Et j'ai économisé de l'argent. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je constituais une véritable épargne. Une vraie épargne, pas un compte joint qui disparaîtrait dès que quelqu'un d'autre déciderait qu'il en avait besoin. Béatrice a remarqué le changement. « Tu as l'air plus heureuse », a-t-elle dit un jour au déjeuner. « Plus légère ?»« Je me sens plus légère », ai-je admis. C'est comme si je n'avais pas réalisé à quel point il me pesait jusqu'à ce que je lâche prise. « Tant mieux pour toi », a-t-elle dit. « Tu mérites d'être heureuse. » J'ai souri. « Merci. » Mais bien sûr, ce n'était pas fini, car ma famille n'était pas du genre à partir sans faire de bruit. Un soir, environ 3 semaines après les avoir bloqués, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert pour trouver ma mère, l'air fatigué et usé. « Élise », a-t-elle dit, « il faut qu'on parle. » J'ai soupiré. « Comment as-tu eu mon adresse ? » Tu es ma fille. Bien sûr que je sais où tu habites. Qu'est-ce que tu veux ? Je peux entrer ? Non. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît. Juste 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, je suis sorti sur le palier et j'ai fermé la porte derrière moi. Parle, ai-je dit. Je suis désolé, a-t-elle dit, pour tout. Je n'avais pas réalisé à quel point nous t'en demandions. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était injuste. J'ai croisé les bras. Tu n'as pas réalisé où tu t'en fichais ? Les deux, peut-être, a-t-elle admis. Je me suis habitué à t'avoir comme filet de sécurité et j'en ai profité. Et papa, Manon ? Elle a hésité. Ton père est têtu. Il pense que tu fais du drame pour rien. Et Manon ? Elle s'est tue. Manon est jeune. Elle ne comprend pas, elle comprenait assez pour dire à son amie qu'elle me plumait depuis des années. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Quoi ? Tu m'as entendu ? Elle a dit à son amie qu'elle m'utilisait depuis des années et que le gala n'était que le bouquet final. Je ne savais pas, bien sûr que non,
parce que tu n'as jamais demandé. Aucun de vous n'a jamais demandé ce que je ressentais ou ce dont j'avais besoin. Vous avez juste pris. Je suis désolé, a-t-elle répété, et cette fois il y avait des larmes dans ses yeux. Mais je ne me sentais pas ému. Je me sentais engourdi. J'apprécie que tu sois venu ici, ai-je dit. Mais je ne changerai pas d'avis. J'ai fini d'être votre banque. Si tu veux une relation avec moi, ça doit être selon mes conditions, et cela signifie plus d'argent, jamais. Elle a hoché la tête lentement. D'accord. Je suis sérieuse, maman. Pas de culpabilisation, pas d'urgence, pas d'exception. Je comprends. Nous sommes restés là un moment, le poids de tout cela suspendu entre nous. Je vais y réfléchir, ai-je fini par dire. Mais j'ai besoin de temps. Elle a hoché la tête à nouveau et s'est retournée pour partir. Je l'ai regardée s'éloigner, ressentant un étrange mélange d'émotions, mais surtout, je me sentais forte. Les retombées ont continué au cours des mois suivants, mais j'ai tenu bon. Mon père ne s'est jamais excusé. Il a envoyé un email rempli d'accusations et de reproches, me traitant d'ingrate et d'égoïste. Je l'ai supprimé sans répondre. Manon a envoyé quelques SMS, principalement colériques et amers. J'ai bloqué son numéro. Ma mère a essayé quelques fois de plus, mais j'ai gardé mes limites. Nous avons fini par nous installer dans une trêve précaire où nous échangions des SMS occasionnels, mais rien de plus. Et honnêtement, cela me convenait, parce que ce que j'ai réalisé durant ces mois tranquilles après les avoir coupés, c'est que j'avais vécu pour eux. Toute ma vie d'adulte avait été façonnée par leurs besoins, leurs attentes, leurs exigences, et je m'étais perdu dans le processus. Mais maintenant, je me retrouvais. Au travail, je me suis investi dans un projet majeur, un nouveau complexe commercial en périphérie de Lyon. C'était le plus gros projet que j'ai jamais géré, et j'y ai mis toute mon énergie. Ma patronne, une femme pragmatique nommée Patricia, l'a remarqué. « Tu fais de l'excellent travail, Élise », a-t-elle dit lors d'une réunion d'évaluation. Je suis impressionné. Merci, ai-je dit, sentant une vague de fierté. En fait, a-t-elle continué, je te recommande pour une promotion, chef de projet senior. Cela vient avec une augmentation significative et plus de responsabilités. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Vraiment ? Vraiment. Tu l'as mérité. Je suis sorti de cette réunion avec l'impression de flotter. Une promotion, une augmentation, la reconnaissance de mon travail. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Et pour la première fois, je n'avais pas à partager. Je n'avais pas à m'inquiéter que ma famille attende sa part. Je n'avais pas à me préparer à l'inévitable demande d'argent. C'était juste à moi. Ce week-end-là, je suis allé dîner avec Béatrice et quelques autres collègues pour fêter ça. Nous sommes allés dans un bon restaurant du centre-ville, le genre d'endroit que j'évitais avant parce que je m'inquiétais toujours pour l'argent. Mais maintenant, je n'avais plus à m'inquiéter. J'ai commandé le plat le plus cher du menu et j'ai savouré chaque bouchée. Santé à Élise, a dit Béatrice en levant son verre. La nouvelle chef de projet senior chez Horizon BTP. Tout le monde a trinqué, et j'ai senti une chaleur se répandre en moi qui n'avait rien à voir avec le vin. C'était ce à quoi la vie était censée ressembler. Célébré, soutenu, libre. Mais bien sûr, l'univers avait encore une surprise pour moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Allô ? Salut Élise. C'est Manon. Je me suis figé. Comment as-tu eu ce numéro ? J'appelle du téléphone d'une amie, a-t-elle dit. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai soupiré. Qu'est-ce que tu veux ? Je voulais dire que je suis désolé. J'ai attendu, méfiante. J'étais une sale gosse, a-t-elle continué. J'ai profité de toi et j'ai dit des choses vraiment horribles. Ouais, c'est vrai. Je ne le pensais pas. Ou je ne sais pas. Peut-être que je le pensais à ce moment-là, mais j'avais tort. Qu'est-ce qui te prend, ai-je demandé. Elle a hésité. Maman et papa sont en galère. Genre vraiment en galère. Et j'ai réalisé à quel point tu en faisais pour nous, à quel point on dépendait de toi. Et je suis désolé. Je sais que ce n'est pas assez, mais je voulais que tu le saches. J'ai pensé à raccrocher, à lui dire que c'était trop peu, trop tard,
mais quelque chose dans sa voix semblait sincère. J'apprécie tes excuses, ai-je fini par dire. Mais ça ne change rien. Je sais. Je ne te donnerai plus d'argent. Pas pour le gala, pas pour quoi que ce soit. Je sais, a-t-elle répété. Et je ne te demande rien. Je voulais juste dire que je suis désolé. Nous sommes restés en silence un moment. Comment se passe le gala? Ai-je demandé, me surprenant moi-même. Je n'y vais pas, a-t-elle dit doucement. Je ne pouvais pas me le permettre. Ah. Ouais. Peut-être que j'en tirerai une leçon. Elle a ri. Un petit son amer. Peut-être. Écoute, Manon, ai-je dit. Je ne te déteste pas, mais je ne reviendrai pas à la situation d'avant. Si tu veux une relation avec moi, ça doit être différent. Ça doit être d'égal à égal. D'accord? Je suis sérieuse. Je sais. Et j'essaierai. Après avoir raccroché, je suis restée assise là, téléphone en main, ressentant un étrange mélange d'émotions. Je ne savais pas si Manon changerait vraiment. Je ne savais pas si mes parents comprendraient un jour. Mais pour la première fois, je ne sentais pas que c'était ma responsabilité de les réparer. Ils devaient se réparer eux-mêmes, et je devais me concentrer sur moi. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. L'appel exigeant 10 000 euros. Les menaces, le compte joint, le moment où je m'étais enfin défendu. Cela avait été terrifiant, déchirant, libérateur, et je ne changerais rien de tout cela parce que j'avais appris quelque chose d'important, quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a des années. La famille n'est pas censée vous épuiser. La famille n'est pas censée prendre et prendre jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une vraie famille vous soutient, vous respecte, vous valorise. Et s'ils ne peuvent pas faire ça, alors peut-être qu'ils ne sont pas vraiment votre famille. J'ai pensé à Jeanne, qui m'avait soutenu sans poser de questions. À Béatrice, qui avait été là à chaque étape de ce gâchis. À Patricia, qui avait reconnu mon travail acharné et l'avait récompensé. C'étaient eux mes proches, ma vraie famille, et je leur en étais reconnaissante. J'ai fermé les yeux et pensé à l'avenir, à la promotion que j'avais méritée, aux économies que je constituais, à la vie que je vivais enfin pour moi-même. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais vraiment, profondément heureuse. Le compte joint était fermé. La culpabilité avait disparu. Le poids était levé. Je m'étais choisi. Et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Les mois qui suivirent furent une révélation. Je n'avais pas réalisé combien d'énergie mentale je consacrais à ma famille jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Sans l'inquiétude constante de leurs prochaines demandes, sans la culpabilité de dire non, sans le poids de leurs attentes, j'avais l'impression d'être une autre personne. Je me suis investi dans le travail avec une concentration renouvelée. La promotion au poste de chef de projet senior apportait de nouveaux défis, mais je les accueillais avec plaisir. Je gérais des équipes plus importantes, des budgets plus gros, des projets plus complexes, et je m'épanouissais. Patricia m'a prise à part un après-midi, quelques mois après ma prise de poste. Élise, je voulais faire un point avec toi, a-t-elle dit. Comment trouves-tu la transition? Ça se passe très bien, ai-je dit honnêtement. C'est un défi, mais c'est génial. Elle a souri. Tu fais un excellent travail. Je suis contente que nous t'ayons promu. Merci. J'apprécie vraiment cette opportunité. Tu l'as méritée, a-t-elle dit. Et je veux juste que tu saches que si tu as besoin de soutien ou de conseils, ma porte est toujours ouverte. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine. C'était ce que ça faisait d'être valorisé. Pas pour ce que je pouvais donner, mais pour qui j'étais et ce que j'apportais. Merci, ai-je répété. Ça compte beaucoup. En dehors du travail, j'ai continué à construire ma vie. J'ai commencé à prendre des cours de poterie le samedi matin. C'était quelque chose que j'avais toujours voulu essayer, mais je n'avais jamais eu le temps ni l'argent. Maintenant, j'avais les deux. J'ai aussi commencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux, juste des cafés et des dîners décontractés avec des gens rencontrés via des applis ou des amis. C'était amusant, sans pression, un rappel que je pouvais avoir une vie en dehors du travail et des drames familiaux. Un soir, Béatrice m'a invité à un petit dîner chez elle. Il n'y avait qu'une poignée de collègues et leurs partenaires, et j'ai failli ne pas y aller. Les événements sociaux m'avaient toujours rendue anxieuse, mais j'ai décidé de sortir de ma zone de confort.
La soirée était charmante. Bonne nourriture, bon vin, bonne conversation. Je me suis surprise à rire plus que je ne l'avais fait depuis des mois, échangeant des histoires avec des gens qui se souciaient vraiment de ce que j'avais à dire. À un moment donné, Béatrice m'a prise à part. Je suis vraiment fière de toi, a-t-elle dit. Tu as fait tellement de chemin depuis tout ce qui s'est passé avec ta famille. Merci, ai-je dit. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu aurais tout à fait pu, a-t-elle dit. Mais je suis contente d'avoir pu être là. Nous nous sommes enlacés et je me suis sentie reconnaissante pour son amitié. Alors que les semaines se transformaient en mois, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'intéressant. Ma famille avait cessé de me contacter. Après l'appel d'excuses de Manon, il y avait eu quelques tentatives supplémentaires de ma mère. Mais quand j'ai tenu bon sur mes limites, elle a fini par arrêter d'essayer. Je me demandais s'ils avaient trouvé quelqu'un d'autre sur qui s'appuyer ou s'ils avaient enfin appris à se débrouiller seuls. Quoi qu'il en soit, ce n'était plus mon problème. Et cette réalisation était libératrice. Un samedi après-midi, j'étais au marché pour acheter des légumes frais et des fleurs quand je suis tombé sur quelqu'un que je n'avais pas vu depuis des années. Élise ? Je me suis retourné pour voir un visage familier. Lucas, un vieil ami de la fac. Lucas. Oh mon Dieu. Salut, ai-je dit, sincèrement surprise. On s'est fait la bise et il a souri. Ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais à Lyon? J'habite ici, ai-je dit. Je travaille pour Horizon BTP. Sans blague. Je viens juste d'emménager ici pour le boulot. Je suis chez Crédit Avenir. Nous avons passé l'heure suivante à rattraper le temps perdu autour d'un café dans un bistrot voisin. Il était drôle, intelligent, facile à vivre, et au moment de nous séparer, nous avions échangé nos numéros et prévu de dîner ensemble la semaine suivante. En rentrant chez moi à pied, je me sentais le pas léger. La vie était belle, vraiment belle. Et j'y étais arrivé en me choisissant. La promotion avait considérablement augmenté mes revenus, et j'étais enfin capable d'épargner d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. J'ai ouvert un plan d'épargne retraite. J'ai commencé un petit portefeuille d'investissement. J'ai même commencé à faire des recherches sur des voyages que je voulais faire, des endroits que j'avais toujours rêvé de visiter mais que je ne pensais jamais pouvoir me permettre. Pour la première fois, je planifiais un avenir qui était entièrement le mien. Mais au fond de mon esprit, je savais que la situation avec ma famille n'était pas vraiment terminée, parce que tourner la page, je l'apprenais, ne venait pas toujours d'une seule conversation ou décision. Parfois, cela venait par vagues, et la prochaine vague était sur le point de frapper. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone a sonné. C'était Jeanne. Salut, ai-je dit en la mettant sur haut-parleur. Quoi de neuf? Je voulais te prévenir, a-t-elle dit. Je viens d'avoir ta mère au téléphone. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle m'a demandé de l'argent, a dit Jeanne. Apparemment, ils sont dans une situation financière vraiment difficile. Le crédit immobilier a plusieurs mois de retard et il risque la saisie. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Pas exactement de la culpabilité, mais peut-être de la pitié. Qu'est-ce que tu lui as dit, ai-je demandé. Je lui ai dit non, a dit Jeanne fermement. Je ne vais pas les entretenir comme tu l'as fait. Et je voulais que tu le saches au cas où ils essaieraient de te contacter à nouveau. Merci de m'avoir prévenu. Tu vas bien? J'y ai réfléchi. Est-ce que j'allais bien? Ouais, ai-je dit. Ça va. C'est triste, mais ce n'est pas à moi de régler ça. Bien, a dit Jeanne. Parce que ce n'est pas le cas. Ils ont fait leur choix. Après avoir raccroché, je suis resté dans ma cuisine à remuer une casserole de pâtes, pensant à mes parents. Une partie de moi voulait les aider. Les vieilles habitudes ont la vie dure, mais la partie de moi plus intelligente et plus forte savait qu'il ne fallait pas. Ils m'avaient traité comme un distributeur pendant des années, et maintenant ils faisaient face aux conséquences de leur choix. Je ne pouvais pas les sauver, et je n'essaierais pas. Quelques semaines plus tard, j'ai eu une autre surprise. J'étais au travail, examinant les plans d'un nouveau projet, quand mon téléphone a vibré avec une notification. C'était un email de mon père. Je l'ai fixé pendant un long moment, débattant de l'ouvrir ou non. Finalement, la curiosité l'a emporté. L'email était court. Objet, nous devons parler. Élise, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles,
mais je te contacte parce que nous avons de sérieux ennuis. La banque va saisir la maison. Nous avons 60 jours pour payer les arriérés ou nous perdons tout. Je ne demande pas l'aumône. Je demande un prêt. Je te rembourserai. Je te le promets. Mais nous avons besoin d'aide. S'il te plaît. Papa. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai fermé. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. J'étais juste fatigué. Fatigué de la manipulation. Fatigué du désespoir. Fatigué d'être vu comme une solution à leurs problèmes. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Béatrice et moi nous sommes retrouvés pour prendre un verre après le travail. Je lui ai parlé de l'email. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-elle demandé. « Rien, ai-je dit. Je ne réponds pas bien. Il ne mérite pas de réponse. Je sais, ai-je dit. Mais une partie de moi se sent coupable, comme si je devais peut-être aider. Pourquoi, a demandé Béatrice. Ils ne t'ont jamais aidé. Ils t'ont utilisé. Je sais. Alors laisse-les gérer les conséquences. J'ai hoché la tête, sachant qu'elle avait raison. Au cours des semaines suivantes, j'ai reçu quelques emails supplémentaires de mon père, chacun plus désespéré que le précédent. Puis un jour, j'ai reçu un appel de Manon. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. « Élise » a-t-elle dit, la voix tremblante. « S'il te plaît, ne raccroche pas, qu'est-ce que tu veux, Manon ?»« On perd la maison » a-t-elle dit. « On doit partir dans 2 semaines et je ne sais pas où on va aller. » J'ai senti une lueur de sympathie, mais je l'ai refoulée. « Je suis désolé d'entendre ça » ai-je dit. « Mais je ne peux rien faire. »« Tu pourrais nous aider » a-t-elle dit. « Tu as l'argent. »« C'est mon argent » ai-je dit. « Et je ne te le donne pas, tu es tellement égoïste » a-t-elle crié. « Tu nous laisses devenir des sans-abri. »« Non » ai-je dit fermement. « Vous devenez des sans-abri parce que vos parents n'ont pas géré leurs finances. Ce n'est pas de ma faute. Tu pourrais arrêter ça. »« Je pourrais » ai-je convenu. « Mais je ne le ferai pas parce que je vous ai déjà donné plus que je n'aurais dû et vous ne l'avez pas apprécié. Vous m'avez utilisé et maintenant vous faites face aux conséquences. » Elle pleurait maintenant. « Élise, s'il te plaît. J'ai peur. » Alors dis à maman et papa de se débrouiller, ai-je dit. De trouver un 2e emploi, de vendre la voiture, de prendre plus petit, de faire ce que des millions d'autres personnes font quand elles ne peuvent pas se permettre leur train de vie. Tu es sans cœur. Non, ai-je dit, j'ai juste fini d'être votre distributeur. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je me sentais forte, résolue. Il n'était pas ma responsabilité. Il ne l'avait jamais été. Une semaine plus tard, Jeanne a rappelé. Ils ont perdu la maison, a-t-elle dit. Ils ont emménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Ta mère m'a appelé en pleurant, disant que tu aurais pu empêcher ça. J'aurais pu, ai-je dit, mais je ne l'ai pas fait. Bien, a dit Jeanne. Ils avaient besoin d'un électrochoc. Tu penses qu'ils comprendront un jour? Honnêtement, probablement pas, mais ce n'est pas ton problème. Elle avait raison. Ce n'était pas mon problème. À peu près au même moment, ma relation avec Lucas progressait. Nous avions eu plusieurs rendez-vous, et je me surprenais à apprécier sincèrement sa compagnie. Il était gentil, drôle, et surtout, il ne me demandait pas d'argent et ne s'attendait pas à ce que je résolve ses problèmes. Un soir au dîner, il m'a interrogé sur ma famille. On n'est pas proches, ai-je dit simplement. C'est pas grave, a-t-il dit. La famille, ça peut être compliqué. C'est un euphémisme. Il a souri. Tu veux en parler? J'ai hésité, puis je lui ai raconté toute l'histoire. Le compte joint, les exigences, les menaces, la décision de couper les ponts. Il a écouté sans m'interrompre. Et quand j'ai fini, il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Tu as fait la bonne chose, a-t-il dit. Tu crois? Absolument. Personne ne devrait t'utiliser comme ça. Famille ou pas, j'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci. Pourquoi? De me voir. De me valoriser. Il a serré ma main. Tu mérites d'être valorisé. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais passé tant d'années à essayer de prouver ma valeur à ma famille,
à essayer de gagner leur amour et leur reconnaissance. Mais je n'avais rien à prouver. Ni à eux, ni à personne. Je me suffisais à moi-même tel que j'étais. Et les gens qui comptaient le verraient. Les mois suivants furent parmi les plus heureux de ma vie. Le travail était épanouissant. Mes amitiés étaient solides. Ma relation avec Lucas grandissait. Et j'étais enfin vraiment libre. Je pensais encore à ma famille. Je me demandais parfois comment ils allaient. J'espérais d'une petite manière qu'ils allaient bien, mais je ne me sentais plus coupable. J'avais fait mon choix et je vivais avec, et ils avaient fait leur choix et ils vivaient avec aussi. C'était comme ça que la vie fonctionnait. 6 mois après avoir fermé le compte joint, j'ai reçu un dernier message de ma famille. C'était de ma mère, envoyé par email parce que j'avais bloqué son numéro de téléphone. Objet, je suis désolé, Élise. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne m'attends même pas à ce que tu lises ceci, mais je devais le dire quand même. Je suis désolé. Je suis désolé de la façon dont nous t'avons traité, d'avoir profité de ta générosité, de t'avoir fait sentir que tu nous devais quelque chose alors que ce n'était pas le cas. Tu avais raison. Nous t'avons utilisé et nous ne t'avons pas apprécié. Et maintenant nous en payons le prix. Ton père et moi sommes en difficulté, mais nous nous débrouillons. Nous avons dû prendre plus petit et ça a été dur, mais nous apprenons à vivre selon nos moyens. Manon a trouvé un travail à temps partiel. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose. Je ne sais pas si tu voudras un jour nous reparler, mais je voulais que tu saches que je comprends pourquoi tu ne le fais pas. J'espère que tu es heureuse, Élise. Tu mérites de l'être. Avec amour, maman. J'ai lu l'email 3 fois, ressentant un mélange d'émotions. Soulagement, tristesse, apaisement. Je n'ai pas répondu. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais pas besoin. Les excuses suffisaient. Pas pour reconstruire la relation, mais pour me faire savoir que peut-être, juste peut-être, ils comprenaient enfin ce qu'ils avaient fait. Ce soir-là, je suis allé me promener le long des quais. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. L'air était frais et vif, et j'ai senti un sentiment de paix m'envahir. J'ai pensé à l'année écoulée, au chaos, à la douleur, à la liberté, et j'ai pensé à l'avenir, aux possibilités, aux choix que je pouvais faire maintenant que je n'étais plus lié à leurs attentes. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. Le solde de mon compte épargne était plus élevé qu'il ne l'avait jamais été, et tout était à moi. J'ai souri. Je m'étais choisi, et ce choix avait tout changé. En marchant, j'ai repensé à la nuit où ils avaient menacé de me renier, la nuit où j'avais fermé le compte joint. J'avais été terrifié, le cœur brisé, incertaine de prendre la bonne décision. Mais maintenant, avec le recul, je savais que c'était le cas, parce que cette nuit-là, j'avais cessé d'être leur distributeur et j'avais commencé à être ma propre personne. J'avais posé des limites. J'avais protégé ma paix. J'avais choisi mon propre bien-être plutôt que leur confort. Et je n'avais jamais aussi bien dormi. Au cours des semaines suivantes, la vie a continué à se dérouler de belle manière. Lucas et moi nous étions rapprochés, et nous parlions d'emménager ensemble. Ma carrière était florissante et on venait de me proposer un projet encore plus important au travail. Et j'avais commencé à planifier un voyage en Italie, quelque chose dont je rêvais depuis des années, mais que je n'avais jamais pensé pouvoir me permettre. Un soir, Béatrice et moi dînions dans mon appartement quand elle a levé son verre. « À Élise », a-t-elle dit, la femme qui a enfin appris à se faire passer en premier. J'ai ri et j'ai trinqué avec elle. « À moi. »« Sérieusement », a-t-elle dit, je suis tellement fier de toi. Tu as fait tellement de chemin, merci, ai-je dit. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu aurais pu, a-t-elle dit. Mais je suis contente d'avoir pu être là. Alors que nous étions assises là à manger et à rire, j'ai ressenti une profonde gratitude. Pas seulement pour Béatrice, mais pour tous ceux qui m'avaient soutenu. Jeanne, Patricia, Lucas, même Chloé, l'amie de Manon, qui m'avait averti de ce qui se passait vraiment. Il m'avait rappelé que je méritais mieux, et il m'avait aidé à y croire. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de Manon. « Élise, j'ai trouvé un travail au café près de l'école. C'est pas grand-chose, mais j'essaie. » J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai répondu. « C'est génial, Manon. Je suis fier de toi. Merci. Je suis désolé pour tout, Élise.
Je sais. Prends soin de toi. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un pas, et peut-être que c'était suffisant. En repensant à tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé que fermer le compte joint avait été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Pas parce que cela avait blessé ma famille, mais parce que cela m'avait libéré. Pendant des années, j'avais vécu pour eux, travaillé pour eux, fait des sacrifices pour eux. Mais maintenant, je vivais pour moi, et c'était incroyable. Au fil des mois, j'ai appris à lâcher la culpabilité, à arrêter de m'inquiéter de savoir s'ils allaient bien, à avoir confiance qu'ils se débrouilleraient, tout comme tout le monde doit le faire. Et lentement, j'ai commencé à reconstruire. Pas ma relation avec eux, mais ma relation avec moi-même. J'ai appris à valoriser mon temps, mon énergie, mon argent. J'ai appris à dire non sans me sentir coupable. J'ai appris à prioriser mon propre bonheur et j'ai appris que se choisir soi-même n'est pas égoïste, c'est nécessaire, parce que si vous ne vous choisissez pas, personne d'autre ne le fera. Au final, mes parents ont perdu la maison dans laquelle ils vivaient depuis 20 ans. Ils ont emménagé dans un modeste 2 pièces en périphérie de Lyon, loin du quartier dont ils avaient été si fiers. Mon père a pris des tours supplémentaires dans un entrepôt. Et ma mère a commencé à travailler à temps partiel dans une grande surface. Manon, forcée de grandir rapidement, a jonglé entre l'école et son travail au café, apprenant pour la première fois ce que signifiait gagner son propre argent. La fille imbue d'elle-même qui avait autrefois exigé 10 000 € pour un gala avait disparu, remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin la valeur de l'argent. Ils ne m'ont plus jamais demandé d'argent, et je ne leur en ai jamais proposé. Quant à moi, j'ai continué à construire la vie que j'avais toujours méritée. J'ai voyagé. J'ai réussi au travail. Et je me suis entouré de gens qui me valorisaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur donner. La revanche que j'avais prise n'était pas bruyante ou dramatique. Elle était calme et puissante. Je m'étais simplement choisi, et ce choix m'avait rendu libre. Avec le recul, j'ai réalisé que le moment où j'avais fermé ce compte joint et dormi comme un bébé était le moment où j'étais vraiment devenu ma propre personne.